Nous allons étudier le début de la toute première scène de Tartuffe, la pièce de Molière. Dans cette œuvre, Molière met en scène une famille divisée par l'arrivée d'un personnage, Tartuffe, qui parvient à manipuler Orgon, le maître de la maison. Tartuffe utilise le langage de la dévotion pour mieux arriver à servir son intérêt personnel. Il représente l'hypocrite, le faux dévot. Cette pièce est celle que Molière a eu le plus de mal à faire représenter. Elle fut attaquée par ceux qui y voyaient une critique de la religion. Elle fut censurée, interdite à plusieurs reprises. Mais c'est aussi celle qui eut le plus de succès. Molière défend sa comédie dans une préface où il écrit « J'ai mis tout l'art et tous les soins qu'il m'a été possible pour bien distinguer le personnage de l'hypocrite d'avec celui du vrai dévot. » Tout l'intérêt de cette pièce consiste ainsi à déjouer les faux discours, à percer à jour les véritables motivations du personnage hypocrite. Pour arriver à ses fins, Molière va utiliser le rire. Le rire est provoqué par l'énormité des situations provoquées par les manipulations de Tartuffe. Dans notre passage, le spectateur assiste à un chaos inexplicable et drôle. 7 personnages courent sur scène, avec en tête Pernelle furieuse, critiquant chacun, prête à s'en aller. Ce n'est que lorsque le nom de Tartuffe est prononcé que tout devient clair. Cette famille est divisée en 2 camps à cause de ce personnage. Le spectateur est amené à faire sa propre opinion. Tout le travail de Molière consiste donc à décrédibiliser Pernelle pour dénoncer Tartuffe avant même qu'il n'arrive. Cette première scène comporte donc tous les ingrédients de la pièce et comporte déjà de nombreux indices sur ce qui va suivre. Voici ma problématique. Comment Molière parvient-il ici à nous faire comprendre par le rire que Tartuffe et ses discours trompeurs, révélés par Pernelle, sont au cœur de l'intrigue? Annonce du plan. D'abord, nous allons voir les ressorts comiques de cette scène. Comment Molière utilise-t-il les procédés du théâtre pour la rendre si drôle? Ensuite, nous verrons que le personnage de Pernelle est décrédibilisé. Avant même que Tartuffe n'arrive sur scène, on comprend que les personnages qui sont de son côté ont perdu leur bon sens. Enfin, le début de cette pièce prépare le spectateur à ce qui va suivre. Mettant Tartuffe au cœur de l'intrigue, nous nous demandons comment on parviendra à le démasquer. Je vais maintenant lire ce passage. « Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin, ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte, mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Pétot. Si... Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais vous êtes un sot en 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois. Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète, et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort, et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais, ma mère... Ma bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais, madame, après tout, pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous, sans cesse vous prêcher des maximes de vivre, qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien, qu'il faut que l'on écoute, et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi, je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut rien faire qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup je m'emporte et j'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. La première partie. Une comédie comique et haute en couleurs. Avec une première sous-partie. Un début plein d'action. Allons, Flipote, allons, vers 1. Dès le début de la pièce, nous avons un personnage qui souhaite partir. Le spectateur ne peut manquer de se poser la question. Elle s'en va déjà, mais pourquoi donc?
En effet, nous n'avons pas assez d'informations pour comprendre le contexte, car nous sommes directement plongés au milieu d'un événement en cours. C'est ce qu'on appelle un début in medias res, un terme latin pour dire au milieu de l'action. C'est très courant au théâtre. Que de je me délivre. Le pronom « eux » désigne tous les autres personnages qui sont là, Elmire, Damis, Marianne, Dorine et Cléante. Avec Pernelle et Flippote, ça fait tout de même 7 acteurs en même temps sur scène. Mais en plus, le rythme est rapide, vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Tous ces personnages courent en même temps. Tout ce désordre est assez drôle, on devine tout de suite que nous sommes dans une comédie. Deuxième sous-partie, une mise en scène comique. Le jeu d'acteur va être très important pour faire ressortir le comique de la situation. Souvent au théâtre, les gestes sont indiqués dans le texte par des phrases en italique. C'est ce qu'on appelle des didascalies. Ici, nous n'avons aucune didascalie. Le jeu des acteurs sera suggéré par leurs répliques. Avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Donc tout à la fin du texte, vers 64 et 65. Quand Damis prononce cette phrase, il montre son propre pied et le grand éclat dont il parle, c'est un bon coup de pied au derrière pour faire partir Tartuffe. Il va donc mimer ce mouvement pour nous le faire comprendre. Nous sommes donc là dans le registre de la farce, mais la réplique est d'autant plus drôle qu'il ne dit pas les choses directement. On peut parler d'un euphémisme pour le grand éclat. Dans les répliques, nous aurons d'autres indications de mise en scène. Par exemple, « Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements » vers 35-36. Pernelle montre en même temps les détails du costume d'Elmire. Il serait drôle d'avoir un costume plein de rubans et d'accessoires, ou au contraire, pour donner tort à Pernelle, d'habiller Elmire très sobrement. De même, « Vous menez sous chape un train que je hais fort » est un indice pour le costume de Marianne. Troisième sous-partie, une parole en débat. La vivacité de ce début de comédie ne vient pas que des gestes, elle provient aussi des échanges de paroles. Molière nous fait rentrer progressivement dans un véritable débat de société. La dispute est quasiment mimée sur scène dès le début. Le verbe suivre, vers 2, fait écho au verbe aller, vers 1, qui est répété 2 fois. On essaye de suivre le raisonnement de Pernelle, on essaie de comprendre ce qui ne va pas. Ainsi, les propos de Pernelle vont évoluer. D'abord, elle commence ses répliques par des répétitions de verbes. Allons, Flippote, allons, qui va devenir laissez ma bru, laissez. La communication est impossible, mais elle passe d'un interlocuteur de son camp, sa servante, à une personne du camp opposé, sa belle-fille. Puis, elle change de stratégie en attaquant directement. Vous êtes, mamie, un peu trop forte en gueule. Et vous êtes un sot, mon fils. Dans ce passage, on peut trouver de nombreux verbes qui se rapportent à la parole. Forte en gueule fait écho à parler franc. Donc vers 44. Le verbe dire, vers 19, est renforcé juste après par le verbe prédire, vers 20. Le verbe prier est lui-même appuyé par le verbe prêcher, dont le sens est beaucoup plus fort. On peut prier seul, mais on prêche nécessairement pour les autres. Le verbe écouter est à chaque fois associé avec il faut. Il faut qu'on l'écoute. Ou encore s'il le faut écouter. Or ici, écouter ne signifie pas entendre mais bien obéir. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. On voit que les paroles ont des conséquences très importantes pour ces personnages. Transition vers la deuxième partie. Nous avons vu que cette première scène annonce une comédie haute en couleurs, pleine d'action et de débat. Nous allons voir maintenant que le débat passe par le personnage de Pernelle et que Molière nous amène à prendre position tout de suite en décrédibilisant ce personnage. Deuxième partie, Pernelle est décrédibilisé. Et première sous-partie, Pernelle ne veut rien entendre. Tout d'abord, le personnage de Pernelle est celui qui bloque la communication, elle est toujours négative. D'ailleurs, ses premières répliques mettent les autres à distance. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. La tournure négative et les allitérations en « on » sont, façon, dont, font entendre non, non. Alors qu'en face, les autres font tout pour essayer de la comprendre. De ce que l'on vous doit, envers vous, on s'acquitte. Elmire est très respectueuse, elle est dans la conciliation, et elle se met en situation de dette vis-à-vis de sa belle-mère, on s'acquitte. Mais Pernelle est intraitable. Les effets de répétition dans ses répliques donnent l'impression d'un mécanisme bloqué. Un peu trop forte en gueule et fort impertinente, le mot fort est répété 2 fois, mais avec une nature grammaticale différente. Le premier est un adjectif, le deuxième est un adverbe intensif. On retrouve le même procédé un peu plus loin. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Avec le mot tout, qui représente d'abord un groupe nominal, toute chose, et qui devient ensuite un adverbe intensif, tout à fait. On dirait que Pernelle n'a pas assez de mots pour exprimer ce qu'elle veut dire. Elle va donc insister de manière comique. Vous êtes un sot en 3 lettres, mon fils. Elle s'appesantit sur l'orthographe du mot, comme si on pouvait le confondre avec ses homophones. Deuxième sous-partie.
elle donne le mauvais exemple. Pernelle va ainsi trouver des défauts à tout le monde, mais il est drôle de constater qu'elle montre les mêmes travers. Elle s'indigne, chacun y parle haut et c'est tout justement la cour du roi Péto, alors que justement elle monopolise la parole depuis le début de la scène. On retrouve la dimension de la farce avec le nom du roi Péto qui est presque une onomatopée. L'expression provient d'un texte de Rabelais. Par ailleurs, elle reproche à Cléante ses maximes, sans cesse vous prêcher des maximes de vivre, alors qu'elle-même en utilise. Il n'est, comme on dit, pire que l'eau qui dort. Elle reproche à Dorine d'être un peu trop forte en gueule, alors qu'elle-même admet « je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur ». Troisième sous-partie, un personnage toujours mécontent. Ce qui décrédibilise enfin le personnage de Pernelle, c'est le fait que rien ne parvienne à l'adoucir. Elle donne l'impression d'être fondamentalement mécontente, et que finalement, cela ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. Elle donne donc des leçons à tout le monde. Nous sommes loin d'une personne mesurée, qui voit le bon côté des personnes qui l'entourent. Cela est confirmé ensuite. J'ai prédit 100 fois à mon fils. Avec ce chiffre, elle semble vouloir faire une hyperbole pour mesurer son degré d'exaspération, mais au vu des invectives qu'elle répète dans chacune de ses répliques, on peut imaginer que la centaine est en fait en deçà de la réalité. Cela enlève du poids à ce qu'elle dit. Enfin, le nom de Pernelle est une contraction de Péronnelle, nom donné à une jeune fille qui dit beaucoup de sottises. On peut aussi y entendre le verbe pérorer, c'est-à-dire parler en prétendant mieux savoir que les autres. Transition vers la troisième partie. Nous avons vu que le personnage de Pernelle est discrédité par son discours. Cela permet à Molière de préparer le spectateur à prendre position. En effet, dans cette pièce, nous commençons à voir se mettre en place un débat, avec d'un côté les partisans de Tartuffe, et de l'autre, ceux qui veulent le mettre dehors. La première scène a une valeur programmatique, elle annonce l'intrigue qui va suivre, et donne déjà des indications sur la manière dont la pièce va se dérouler. Troisième partie. Le début de la pièce prépare le spectateur à ce qui va suivre. Et première sous-partie, on veut découvrir le nœud de l'intrigue. Au début, le spectateur n'a pas toutes les informations. Il recherche des indices pour comprendre ce qui va être le nœud de l'intrigue. Elmire formule elle-même la question qu'il se pose. « Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite ?» La raison de ce départ est justement ce qui sera le sujet de la pièce. Pourtant, dans les premières répliques de Pernelle, il est impossible de savoir ce qui pose problème. Tout ce ménage-ci est très imprécis. De même que on n'y respecte rien. Tout s'oppose à rien, c'est à la fois tout et rien. Molière crée une attente, du suspense par l'attitude de Pernelle. En face de Pernelle, les autres personnages essayent de reprendre la parole, mais ils sont tout de suite interrompus. Chacun essaye une stratégie différente. Dorine propose « si ». Damis s'oppose « mais ». Marianne émet un avis « je crois ». Elmire essaie de jouer sur l'affectif « ma mère », alors que c'est sa belle-mère. Cléante est dans la concession « mais madame, après tout ». Rien ne fonctionne, car ils sont tous interrompus. Cependant, ils parviennent chacun à placer un pied supplémentaire. Mais un pied, je crois 2 pieds, mais ma mère 3 pieds, mais madame, après tout, 6 pieds. Cela laisse entendre qu'ils finiront par reprendre le dessus. Deuxième sous-partie, Tartuffe divise la famille. L'indice important de ce passage, c'est donc le changement brusque de l'attitude de Pernelle. Qu'est-ce qui provoque ce retournement ? Cléante, malgré tout le respect que Pernelle lui porte, je vous estime fort, vous aime, vous révère, ne trouve pas grâce à ses yeux. Je vous prierai bien fort de n'entrer point chez nous. Mais dès que le nom de Tartuffe est prononcé, votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute, elle change d'attitude. C'est un homme de bien. Les raisons de sa colère sont enfin données. Je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir querellé par un fou comme vous. C'est bien le personnage de Tartuffe qui donne son nom à la pièce, qui est au cœur de l'intrigue. C'est lui qui divise la famille. Du côté de Tartuffe, nous avons donc Pernelle et Flipote la servante, mais aussi le maître de la maison, Orgon, le fils de Pernelle. Mon fils à l'aimer, vous devrez tous induire. Contre Tartuffe, nous avons tous les autres. Damis le traite de cagot de critique. Le mot est juste, puisqu'un cagot, c'est justement un dévot zélé. Cléante le met à distance, votre monsieur Tartuffe. Le pronom possessif marque sa réprobation. Avant même de voir Tartuffe, nous découvrons l'argument qu'il pourra utiliser en toute occasion. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Le verbe contrôler, riche de sens, va permettre à Molière de faire comprendre les deux points de vue opposés. Pour Dorine, Tartuffe contrôle tout, c'est-à-dire qu'il ne laisse aucune liberté. Pour Pernelle, tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé, c'est-à-dire qu'il s'assure que tout le monde se comporte de façon vertueuse. En réalité, on le voit, il sème la zizanie et menace la paix de la vie en société. Le meilleur argument contre Tartuffe, c'est justement l'état de mésentente qu'il provoque. Troisième sous-partie, programme des scènes à venir.
Cette première scène laisse entrevoir la suite. Damis résume lui-même ce qui va se passer. J'en prévois une suite et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. La pièce raconte comment l'hypocrite est démasqué puis délogé de la maison où il essayait de s'installer. Le spectateur peut deviner à l'avance les armes de chaque personnage. Dorine, forte en gueule, aura le discours de la vérité contre l'hypocrisie. Damis, méchant garnement, saura s'opposer quand il faudra. Mais est d'ailleurs sa première réplique. Marianne, vous faites la discrète, est à l'image de Loquidor, capable de contourner l'obstacle. Cléante, avec ses maximes de vivre, incarnera le juste milieu, le bon sens. Il sera souvent le porte-parole de Molière dans cette pièce. La réplique « Quiconque à son mari veut plaire seulement » prépare la scène où Tartuffe, essayant de la séduire, sera démasqué. Le spectateur, enfin, est lui aussi impliqué dans le débat, car il partage le grief de ses personnages à l'égard de Tartuffe, qui vient usurper Séant un pouvoir tyrannique. Et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. Le mot séant a un double sens, il signifie ici dans la maison d'Orgon, mais aussi ici dans la salle de spectacle. Le mot divertir, c'est le divertissement, il évoque bien sûr le théâtre, le plaisir de voir une comédie. Par ce reproche, Molière met le spectateur de son côté. Ne laissez pas la comédie être interdite par les faux dévots, ceux qui utilisent la religion et les discours de vertu pour mieux servir leurs intérêts. Conclusion. Au début de cette pièce, le spectateur arrive au milieu d'un beau désordre. Un personnage, Pernelle, monopolise la parole, tandis que tous les autres autour d'elle essayent de comprendre les raisons de son agitation. L'attitude de Pernelle est drôle, son discours est imprécis, peu crédible, contradictoire. Mais elle crée aussi une attente et des interrogations. Molière va donner progressivement les indices qui nous permettront de comprendre le cœur de l'intrigue. Tartuffe, par son hypocrisie, trouble la vie normale et tranquille de cette maison, faite de divertissements, d'échanges sociaux. Le rire est ainsi un ingrédient essentiel du débat. Ce qui est drôle, c'est justement le décalage ahurissant entre la situation qui nous est montrée sur scène et une situation normale. Le bon sens des personnages, Dorine, Cléante, Marianne, Damis, est mis en péril par la mainmise de Tartuffe sur le maître de la maison, Orgon, et sa mère Pernelle. C'est par le rire que Molière entend démasquer l'hypocrisie de Tartuffe. Dans le premier placet que Molière adresse au roi pour défendre sa pièce, il écrit que le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Ce début de pièce nous laisse entrevoir comment il compte mener ce projet.